Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir sur Guéri TV Monde. Le sommet, la liste des démissions des cadres dans les mairies du Bénin s'alourdit. La commune de Boukoumbe fonctionne désormais sans son responsable des affaires administratives et financières qui a démissionné le 29 janvier dernier. Les raisons avancées sont à découvrir. Aussi sensibles qu'elles soient, les citoyens ne sauraient rester en marge de la question de la révision de la Constitution qui fait débat dans tous les bords politiques depuis quelques jours. Des avis et positions de certaines personnes rencontrées dans la ville capitale du Bénin sont à suivre dans cette édition. Et au Gabon, Pascaline Bongo, sœur de l'ex-président déchu, est condamnée à 3 ans de prison en France. On en parle dans la page Inter. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Encore une démission de plus dans une mairie du Bénin. Marceline Fifame Aronsou, RAF de la mairie de Boukoumbe, a quitté son poste de responsable des affaires administratives et financières pour des raisons familiales. Elle a transmis sa lettre de démission le lundi 29 janvier 2024 au secrétaire exécutif de la mairie conformément aux dispositions légales. Cette démission est la deuxième qu'enregistre Boukoumbe après celle d'août 2023 de la secrétaire exécutive Jocelyne Agbessi Josso. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Les partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition ont donné leur position sur la question de la révision ou non de la Constitution béninoise après son adoption en 90 et sa révision en 2019. Au micro de Guéri TV Monde, certaines personnalités rencontrées dans la ville de Porte-Novo ont exprimé leur opinion sur la question. Suivez-les au micro de la Tifat Kowenu et de Patrice Ayronton. Si nous faisons une lecture de l'article 154 et suivant, je crois que nous pouvons affirmer sans nous tromper que on peut réviser la Constitution du Bénin. Je crois qu'on ne peut pas empêcher la minorité de parler. Toujours est-il qu'il faut savoir que si la majorité veut, elle peut, selon la Constitution même, réviser cette Constitution. Bon, pour certains, vous savez que la méconnaissance des textes est souvent à la base de cette ignorance. Pour eux, ils sont des opposants et pour certains, c'est faire du buzz. Donc, moi, je voudrais discuter avec ceux qui croient qu'on ne doit pas réviser la Constitution. Ils n'ont qu'à lire d'abord cette Constitution-là et comprendre le contenu. Et ce qui me fait sourire quelquefois, c'est que ceux-là qui apprécient ce que les pays de l'Est font, où les dirigeants ne veulent jamais quitter le pouvoir, et où nous avons des indices de développement de ces côtés-là. Bon, c'est ceux qui apprécient cette dictature-là, et c'est eux qui viennent encore donner des leçons ici. C'est ce que moi je ne comprends pas. Si un verrou est sauté,
Et c'est sûr, nous savons que par rapport au droit constitutionnel, nous savons les verrous qu'il faut sauter. Si ces verrous-là sont sautés et que c'est vers le développement que cela nous amène, et moi je ne trouve pas d'objectif. Mais pour le moment, le chef de l'État dit que lui ne voudrait pas un troisième mandat. Mais pourquoi on veut coûte que coûte l'inciter à prendre une autre décision? Il faudrait qu'on cesse d'amuser la galerie par rapport à la révision de la Constitution. Non, une Constitution ne peut pas être vue comme une Bible. Techniquement parlant et en tant que juriste, la Constitution est une loi qui peut être améliorée. Mais cette Constitution-là, la Constitution du 11 décembre 1990, a une histoire avec le peuple béninois. Nous sortions d'une période de triste mémoire. Et cette Constitution est arrivée comme un élément qui a sauvé ce peuple. Et la Constitution a fixé un certain nombre de garde-fous. Alors, pour toucher cette Constitution, il faut se remémorer le contexte de la conférence nationale, qui était un contexte de consensus. Alors, toucher la Constitution, il faut réunir ce contexte, ce consensus. Autrement, nous allons créer d'autres problèmes graves. Les révisions opportunistes ne créent que des conditions favorables à la perturbation de l'ordre social. Alors, lorsqu'on va vers la fin de son mandat et on commence par faire des agissements du genre, vous donnez aux citoyens le sentiment que vous avez quelque chose derrière la tête. Et chacun de nous a son droit à la présomption légitime. Chacun peut présumer, chacun de nous peut présumer que mon vis-à-vis a une idée de tricherie. Ça peut ne pas être la vérité. C'est pourquoi c'est pas vers la fin du règne qu'il faut toucher une constitution. Même ceux qui disent la même chose que le chef de l'État, tous en privé, ne sont pas d'accord pour que l'on révise la Constitution. Si on suit les rumeurs, et souvent les rumeurs finissent par être la vérité chez nous, on veut sauter un certain nombre de choses, de critères par rapport au parrainage, pour empêcher des citoyens qui voudraient le faire à déposer leur candidature. Le parrainage pourrait être un peu fixé et empêcher n'importe qui d'en avoir facilement. Tout ça et beaucoup d'autres idées, pensées, réelles ou non réelles, sont mal avenues en matière d'homme. Donc, personnellement, et pour la paix sociale, je suis contre, fondamentalement contre la révision de la Constitution. Si tant est que on ne touche pas à la limitation d'âge, c'est-à-dire les 70 ans, si on ne touche pas aux 2 mandats requis constitutionnellement, si on ne touche pas à la laïcité de notre Constitution, moi je ne trouve pas d'inconvénient. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut éviter, en fait, tout ce qui pourrait perturber notre quiétude nationale, notre intégrité, tout ce qui peut entraver la cohésion sociale. Si j'ai l'assurance que ces barrières ne sont pas touchées, moi je pense qu'il n'y a pas encore de débat en la matière. Sauf que
il est important quand même de dire, de lancer un appel surtout au gouvernement, qui est le garant, n'est-ce pas, de la cohésion sociale, qui est le garant de l'unité nationale. C'est au gouvernement, n'est-ce pas, d'avoir l'écoute attentive, de savoir que tous ceux qui sont contre le projet, dans la forme actuelle, ne sont pas systématiquement des opposants. Encore même que les opposants ne sont pas des ennemis du développement. Les opposants ne sont pas les ennemis de Patrice Talon, c'est des contributeurs. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que entre le gouvernement et le peuple béninois, il y a une crise de confiance. Et c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Il faut travailler à restaurer cette confiance-là. Pourquoi aujourd'hui le peuple béninois ne fait plus confiance à son gouvernement, qui est pourtant un gouvernement qui travaille beaucoup, qui s'investit dans beaucoup d'actions. J'invite le gouvernement, n'est-ce pas, et le président de l'Assemblée nationale surtout, à écouter les uns et les autres pour améliorer le contenu du projet et surtout d'éviter, n'est-ce pas, de briser ou de toucher à nos limites qui sont nos zones rouges, et que les politiciens sachent que les histoires politiques, ce n'est pas ça qui préoccupe le Béninois de mon village. Ce n'est pas ça qui préoccupe la bonne dame du marché d'Antokpa ou du marché Wando à côté. Ce n'est pas ça le problème du paysan de Bani Kouarae. Le problème de ces gens-là, c'est pouvoir réussir à manger les 3 repas par jour. C'est pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux sans ronchonner. On ne peut pas laisser de côté les besoins fondamentaux des populations et s'accrocher à une révision constitutionnelle pour agiter l'opinion publique. Une autre brève s'invite dans ce journal. Encore quelques jours pour que lumière soit faite totalement sur les circonstances du drame de Dasazouma du 29 janvier 2023. L'enquête ouverte à cet effet, qui est à la phase d'instruction, est terminée selon BIP Radio. Cela signifie que le procès est sur le point d'être programmé, apportant ainsi une lueur d'espoir aux familles des victimes en quête de justice. Cette avancée marque la possibilité de connaître enfin la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce jour fatidique à Dasazouma. Un fait de société dans cette édition du soir. Pouvez-vous, en tant qu'époux, accepter une aide venant de l'ex de votre femme, suivant votre situation, quand vous êtes dans une situation qui vous oblige à accepter cette aide? C'est à cette question que les citoyens de la ville capitale ont répondu au micro de Faouzia Sifou. Nei mo so hoholo don bo so hoholo ezekwene bro okay ni bo izando asuwe ya hudio eyewe don we ko nwe mono yinwe adu mono kan ao e maindo e do te bo na igo to ma je igo to docteur Devo, boy plami, docteur Devo go. Ame wo na wo gon le be na do yen via mi. Alo yana mi da so adi. Je ne pourrai jamais accepter une telle aide. Quel que soit l'ennui, si l'ex de ma femme me vient en aide, ceci peut être fatal pour moi. Dans ma famille, nous avons des totems. Si c'est cet ex seul qui peut m'aider, en réalité, je ne trouverai aucune solution. Je peux à la limite accepter un autre docteur en cas de maladie vers qui il peut nous envoyer, mais pas lui. Ça veut dire si là eto peko de gbewo bo adadio e de peko nukunji awo don mayone ne du mangadi ke lo ewi ne ta nyen ton we na gbemo kiso kento ton we une fois de eko yasi ton dai ye mi mo ye de le pe no do gbe na ye de ye to ye de mo et na e o do blessure to ay haji dai même aide des ejare lo super pa aide lo mi so ganyo de poison. Puisque aide de l'OS gagne des guides maladie de oui le super puisque entre temps mais roule non do il m'a dit d'ailleurs le super do mais de yon si son si hein et mi o do me do polo parce que dit et manona me do koto yeme
Moi, je vais refuser catégoriquement une telle aide venant de l'ex de ma femme. Une fois qu'il est un ex, il est l'ennemi du nouveau mari. Même l'aide peut être considérée comme un poison pour nuire au couple. Même quand deux amis couchent la même femme, quand l'un tombe malade, le second ne doit pas rendre visite à son ami. C'est un totem. C'est une décision qui n'honore pas la famille. À la limite, le couple peut amener la situation en famille et l'aide viendra de la famille. parce que situation de mengazo teroni donc rien à porter de problème. Na igbelan wa santé avant tout. Na igbelan. Na nyengwe mo hunga dado. Moi, je ne trouve aucun problème à accepter l'aide venant de l'ex de ma femme. Le français dit la santé avant tout. S'il peut me sauver, alors je me remets à lui. Mais s'il tente après de reprendre ma femme, c'est là que je vais lui montrer de quoi je suis capable. Mama de ma jẹ kaka jẹ ba mo nko to me ho bon ne wo magatin le wo ko kura yi le jana mo so na regret solution na mo mere pe na regret yam jan e go na gbodo a ho ni jero de jero mo je ngano na sino asi si asu bo en po mo odo ne e wo garden be ra yen wo en garden be ra yen bra so e de mi e ma ngajo. Jamais de la vie, je ne l'accepterai pas. Si l'ex n'existait pas, je trouverais certainement une solution. Ou bien, je vais me remettre de cette situation. Mais pas l'ex de ma femme. Non, je ne dois même pas montrer une faiblesse devant une telle personne. Direction le Gabon à présent. Mauvaise nouvelle pour Pascaline Bongo, la sœur du président déchu Ali Bongo Ondimba. Elle a été condamnée à 3 ans de prison par une cour française. Voici les chefs d'accusation qui pèsent contre la sœur de l'ex-président du Gabon. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 150 000 € d'amende ont été requis ce 1er février 2024 à Paris contre Pascaline Bongo, fille du défunt chef de l'État gabonais Omar Bongo et sœur de l'ex-président du même pays Ali Bongo. Cette ancienne ministre est accusée de corruption massive d'agents publics étrangers. Elle est soupçonnée d'avoir touché 8 millions d'euros pour aider la société française Aegis Route à décrocher des marchés publics au Gabon. Depuis l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, une vague de réactions secoue l'Afrique. Le premier ministre burkinabé, Apolline Joachim Kielem de Tambella, a justifié une décision mûrement réfléchie. Si cette décision était prévisible, au vu des événements juste après le coup d'État de juillet dernier au Niger, elle a pris plus de temps que prévu cette décision. Je cite, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse assez approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. Fin de citation, a déclaré le premier ministre du Burkina Faso, Apolline Joachim Kielem de Tambella. Les autorités estiment que la CEDEAO ne répond plus à ses objectifs principaux et aux aspirations des populations du Sahel, d'où la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Je cite,
Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de ses missions et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Fin de citation. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela va plus loin. Il accuse l'organisation de non-assistance de la part de l'organisation dans la lutte contre les attaques terroristes dont sont victimes les 3 pays depuis des décennies. En outre, l'organisation communautaire n'a pas réussi à bâtir cette CEDEAO des peuples tant espérée par nos populations. Elle s'est transformée en un instrument technocratique qui a fini par s'éloigner des aspirations légitimes des populations de notre espace communautaire. Pour s'en convaincre, nous avons tous noté l'indifférence de la CEDEAO face au massacre de nos vaillantes populations, à la crise humanitaire qui frappe nos concitoyens et aux multiples tentatives de déstabilisation de nos États respectifs. Fin de citation, explique-t-il. Précisons que le Burkina Faso a déjà envoyé la notification officielle de son départ à l'instance basée à Abuja, au Nigeria. Les autorités de ces 3 pays ont lancé des appels à des rassemblements d'ampleur dans les jours à venir pour soutenir leur décision. Dernière ligne droite de cette édition du soir, démarrage à ce 2 février 2024 des quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Quelques heures avant les premiers matchs fatidiques, la CAF a dévoilé l'identité des arbitres des 2 premiers matchs. Suivez. Les quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 débutent ce vendredi 2 février 2024. À 17h GMT, le Nigeria affronte l'Angola et à 20h GMT, la RDC défie la Guinée-Conakry. Les arbitres devant diriger ces 2 rencontres sont désormais connus. La commission des arbitres de la CAF a désigné le Sénégalais Si Issa pour officier pour le premier quart de finale entre le Nigeria et l'Angola. L'arbitre algérien Gorbal Mustafa est quant à lui choisi par la commission pour diriger le match RDC-Congo contre la Guinée-Conakry. C'est la fin de cette grande édition du soir. Merci d'avoir été des nôtres et d'ici là, portez-vous bien. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.